Vous méditez mal, et je le sais, car vous ressentez probablement une étrange sensation après chaque séance, une inquiétude persistante, une impression que quelque chose d'important a été ignoré. Je comprends ce que vous ressentez. Vous suivez tous les protocoles. 10 minutes le matin, application guidée, technique de respiration scientifiquement prouvée, Andrew Huberman dans votre playlist, Sam Harris chuchotant à votre oreille. Et pourtant, quelque chose manque. Mais ce que je vais vous révéler maintenant sonnera comme une hérésie pour tout gourou du bien-être moderne. Carl Jung, l'homme qui a cartographié l'inconscient humain, a découvert il y a près d'un siècle que la méditation pouvait être une fuite sophistiquée, mais une fuite quand même. Et avant que vous ne pensiez que j'attaque les neurosciences, laissez-moi vous raconter une histoire qui changera complètement votre perception de cette pratique ancestrale. Zurich, 1913. Jung vient de rompre définitivement avec Freud. Il traverse une crise existentielle dévastatrice. Des cauchemars apocalyptiques, des visions perturbantes. L'homme qui a contribué à définir la psychologie moderne est littéralement en train de perdre la raison. Et savez-vous ce qu'il a fait ? Il n'a pas médité pour se calmer. Il n'a pas respiré profondément pour réguler son système nervus. Il a fait le contraire. Il a plongé directement dans le chaos. Jung a commencé une expérience radicale qu'il a appelée « confrontation à l'inconscient ». Au lieu de méditer pour trouver la paix, il a médité pour trouver la guerre. Une guerre intérieure. Un dialogue avec des parties de lui-même dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Maintenant, faites une pause une seconde. Imaginez que je vous dise que cette méthode n'a pas seulement guéri la crise de Jung, mais qu'elle est aussi devenue la base de toute la thérapie jungienne moderne. Et imaginez que je vous dise qu'il existe une raison scientifique pour que cela fonctionne. Mieux que n'importe quelle application de méditation, avez-vous déjà remarqué qu'après une séance parfaite, de pleine conscience, vous vous sentez vide, calme, oui, mais aussi un peu déconnecté, comme si vous aviez mis votre personnalité en mode silencieux? Ce n'est pas un hasard. La méditation moderne, surtout celle qui est à la mode sur les réseaux sociaux, a été optimisée pour une seule chose: calmer l'esprit, réduire l'activité neuronale, diminuer le cortisol, augmenter le GABA. Et ça marche. Pendant quelques heures, jusqu'à ce que la vie réelle frappe à votre porte à nouveau, Jung a perçu quelque chose que les neurosciences ne font que commencer à comprendre maintenant. Le problème n'est pas d'avoir un esprit agité. Le problème est de ne pas savoir pourquoi il est agité. Le problème est de traiter les symptômes au lieu des causes. Laissez-moi vous expliquer la différence fondamentale. Lorsque Huberman vous enseigne la méditation, il vous enseigne à réguler, à activer le système nerveux parasympathique, à réduire l'inflammation, à optimiser les ondes cérébrales. C'est la méditation comme ingénierie inverse du cerveau. Lorsque Jung a développé sa technique, il vous enseignait à dialoguer, non pas avec votre cerveau, mais avec votre inconscient, avec des parties de vous qui ont des choses importantes à dire. Imaginez la différence entre prendre un analgésique pour un mal de tête et découvrir que vous avez besoin de lunettes. Les deux fonctionnent, mais un seul résout le problème réel. La technique jungienne que je veux vous enseigner aujourd'hui s'appelle l'activité imaginative. Et avant que vous ne pensiez que c'est quelque chose d'ésotérique ou New Age, laissez-moi vous montrer à quel point elle est brutalement pratique. Vous connaissez cette voix dans votre tête qui critique tout ce que vous faites? Ce monologue intérieur constant qui vous sabote? La méditation traditionnelle vous apprend à ignorer cette voix. L'activité imaginative vous apprend à converser avec elle. Et voici le retournement de situation que personne ne vous dit. Cette voix, ce n'est pas vous. C'est un complexe autonome dans votre psyché. Un fragment de votre personnalité qui a développé sa propre vie. Jung appelait cela un complexe. Freud appelait cela un refoulement. Les neurosciences modernes appellent cela un réseau neuronal par défaut. Mais le nom importe peu. Ce qui compte, c'est que ces voix intérieures ont un agenda propre. Et elles ne disparaîtront
Pas simplement parce que vous avez respiré profondément 10 fois. Maintenant, avant de vous montrer exactement comment pratiquer l'activité imaginative, je dois vous expliquer pourquoi Jung avait raison et pourquoi cela a changé non seulement sa vie, mais celle de millions de personnes depuis. Lorsque Jung a commencé à dialoguer avec ses complexes internes, au lieu d'essayer de les réduire au silence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont cessé de travailler contre lui et ont commencé à travailler avec lui. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes auto-saboté. Cela a peut-être été de la procrastination. Cela a peut-être été de l'auto-sabotage dans vos relations. Cela a peut-être été la peur de prendre une décision importante. Vous avez probablement essayé de vous discipliner, ou de penser positivement, ou de méditer pour trouver la clarté. Et cela a fonctionné, temporairement. Jung a découvert que ces parties problématiques de nous-mêmes ne sont pas des ennemis à vaincre. Ce sont des alliés mal compris. Elles ont des informations auxquelles notre esprit conscient n'a pas accès, la partie qui procrastine. Elle pourrait vous protéger d'un perfectionnisme destructeur, la partie qui sabote les relations. Elle pourrait garder des traumatismes qui ont besoin d'être traités. La partie qui a peur des décisions, elle pourrait voir des risques réels que vous ignorez par optimisme forcé. Mais pour accéder à ces informations, vous ne pouvez pas traiter ces parties comme des problèmes à résoudre. Vous devez les traiter comme des personnes à comprendre. Et c'est exactement ce que fait l'activité imaginative. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela semble très abstrait. Comment cela se compare-t-il à quelque chose de concret comme les protocoles de respiration de Huberman? Laissez-moi vous donner un exemple concret. L'un des patients de Jung était un homme d'affaires qui souffrait de crises d'angoisse chaque fois qu'il devait prendre la parole en public. Il avait tout essayé, technique de respiration, visualisation positive, bêta-bloquant. Rien ne fonctionnait de façon permanente. Jung lui a demandé de faire quelque chose d'étrange. Au lieu d'essayer de se calmer avant les présentations, il devait converser avec son anxiété, lui donner une forme visuelle, lui demander ce qu'elle voulait dire. L'homme a imaginé son anxiété comme un garçon effrayé de 7 ans. Et puis Jung a posé la question qui a tout changé. Demandez au garçon de quoi il a peur. La réponse a été surprenante. Le garçon n'avait pas peur de mal parler. Il avait peur de trop bien parler, de se démarquer, d'attirer l'attention, d'être différent de son père qui a toujours été une personne simple et humble. En une seule séance d'activité imaginative, cet homme a découvert que son anxiété n'était pas un défaut neuronal. C'était un conflit de loyauté familiale inconsciente. Aucune technique de respiration ne pouvait résoudre cela. Mais une conversation honnête avec une partie de soi-même, résolue en quelques semaines, et c'est la différence fondamentale entre l'approche moderne et l'approche jungienne. La méditation moderne vous traite comme une machine qui a besoin d'entretien. L'activité imaginative vous traite comme un écosystème qui a besoin de dialogue interne. La méditation moderne vous apprend à contrôler. L'activité imaginative vous apprend à comprendre. La méditation moderne promet la paix. L'activité imaginative promet la plénitude. Mais voici ce que personne ne vous dit sur les méthodes jungiennes. Elles ne sont pas plus difficiles que la méditation traditionnelle. En réalité, pour beaucoup, elles sont plus naturelles. Car au fond, au plus profond de vous, vous dialoguez déjà constamment avec des voix intérieures. Jung a simplement systématisé ce processus, le rendant thérapeutique au lieu de névrotique. La différence? Au lieu de ces conversations chaotiques et autodestructrices, elles deviennent structurées et transformatrices. Pensez au nombre de fois par jour où vous vous surprenez engagé dans des dialogues intérieurs. J'aurais dû parler autrement. Pourquoi est-ce que je fais toujours ça? Est-ce qu'ils m'ont apprécié? Ce sont tous des dialogues avec des complexes, avec des fragments de votre personnalité. Jung a compris que si vous allez de toute façon dialoguer avec eux, autant le faire intentionnellement. Et voici le secret qui différencie les amateurs des maîtres de l'activité imaginative. Il ne s'agit pas de fantasmer ou de créer des personnages imaginaires.
Il s'agit de donner une forme visuelle à des schémas psychologiques qui existent déjà en vous. Cette voix critique, elle a une apparence, un ton, un âge probable, une histoire. Cette part anxieuse, elle habite un endroit précis de votre corps. Elle a une texture, une température. Cette part courageuse qui apparaît rarement, elle est là, attendant d'être reconnue et renforcée. Jung a découvert que lorsque vous donnez une forme concrète à ces aspects abstraits de vous-même, quelque chose de magique se produit. Ils cessent d'être des forces mystérieuses qui vous contrôlent et deviennent des collaborateurs que vous pouvez comprendre. Mais il y a un piège, et c'est ce piège qui sépare l'activité imaginative de toutes ces techniques modernes de visualisation. Jung insistait sur le fait que vous ne devez pas contrôler ce qui apparaît dans ces conversations intérieures. Vous devez vous laisser surprendre. Si vous savez déjà ce que votre anxiété va vous dire, vous ne faites pas d'activité imaginative. Vous faites de la thérapie cognitive déguisée. Si vous pouvez prédire comment la conversation va se terminer, vous gardez le contrôle. Et le contrôle est précisément ce qui doit être suspendu pour que l'inconscient se manifeste. C'est terrifiant pour l'esprit moderne. Nous avons été entraînés à toujours être en contrôle, à avoir des objectifs clairs, à optimiser les résultats. Mais Jung a découvert que les parties les plus précieuses de nous-mêmes n'apparaissent que lorsque nous suspendons le besoin de contrôler le processus. Et voici pourquoi cela fonctionne mieux que n'importe quelle application de méditation. Lorsque vous méditez pour vous calmer, vous imposez un état artificiel à votre système nerveux. C'est comme prendre un médicament. Ça marche, mais c'est temporaire. Lorsque vous pratiquez l'activité imaginative, vous collaborez avec la sagesse naturelle de votre inconscient. C'est comme faire de la kinésithérapie. Le soulagement est permanent car le corps a appris à se guérir. Mais permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Cette technique n'est pas pour tout le monde. Si vous voulez des résultats rapides et superficiels, restez avec Headspace. Si vous avez peur de découvrir des choses sur vous-même qui pourraient vous déranger, restez avec les techniques de respiration. Si vous préférez traiter les symptômes plutôt que d'enquêter sur les causes, la neuroméditation moderne vous conviendra parfaitement. Mais si vous suspectez avoir des capacités internes qui n'ont pas encore été découvertes, si vous sentez que vous vivez une version réduite de ce que vous pourriez être, si vous voulez accéder à des types de sagesse qui ne proviennent ni des livres ni des podcasts, alors l'activité imaginative pourrait être exactement ce que vous cherchez sans le savoir. Et maintenant que vous comprenez la différence philosophique fondamentale entre ces approches, il est temps que je vous montre exactement comment pratiquer cela, parce que la théorie est intéressante, mais la transformation se produit dans la pratique. Et ce que je vais vous apprendre dans les prochaines minutes est un protocole que Jung a mis des décennies à développer, testé sur des milliers de patients, et que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Mais avant, je dois vous poser une question qui déterminera comment vous allez aborder cette pratique. Êtes-vous prêt à découvrir des parties de vous-même qui pourraient être inconfortables à connaître? Parce que cette question n'est pas rhétorique. Jung a découvert que l'activité imaginative ne fonctionne que lorsque vous acceptez que vous pourriez ne pas aimer tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. Mais voici l'ironie. Les parties de nous-mêmes que nous évitons le plus sont exactement celles qui portent les cadeaux les plus précieux. Alors commençons par le protocole de base, et je vais vous l'enseigner de la même manière que Jung enseignait à ses patients il y a 100 ans, sans application, sans minuteur, sans musique d'ambiance. Première règle de l'activité imaginative. Choisissez un problème réel. Pas quelque chose d'abstrait comme « je veux être plus heureux ». Quelque chose de spécifique qui vous dérange régulièrement. Cela peut être la procrastination, la colère, l'insécurité dans les relations, la peur de prendre des décisions importantes. La seule exigence est que ce soit quelque chose qui vous affecte dans la vie réelle, car les complexes psychologiques ne se manifestent que lorsqu'il y a une véritable énergie émotionnelle impliquée. Deuxième règle, trouvez un endroit où vous pouvez rester seul pendant au moins 30 minutes sans interruption. Jung le faisait dans son bureau à Zurich. Vous pouvez le faire dans votre salon, dans votre chambre, même dans votre voiture garée.
L'important est que ce soit un espace où vous vous sentez en sécurité pour paraître fou, parce que vous allez parler à haute voix avec des parties de vous-même. Troisième règle, et celle-ci est cruciale. Suspendez le jugement. Tout ce qui apparaît dans votre imagination est valable. Aussi étrange, enfantin ou inattendu soit-il. Jung a découvert que l'inconscient parle à travers des symboles, pas des concepts rationnels. Si votre anxiété apparaît comme un monstre violet à 3 têtes, n'essayez pas de corriger cela pour quelque chose de plus sensé. Maintenant, le protocole étape par étape. Asseyez-vous. Confortablement, fermez les yeux, mais n'entrez pas en mode méditatif traditionnel. Gardez une conscience alerte, comme si vous étiez sur le point d'avoir une conversation importante. Amenez le problème spécifique à l'esprit. N'analysez pas. Sentez simplement où il réside dans votre corps. La procrastination, par exemple, peut apparaître comme un poids dans l'estomac. La colère peut être de la chaleur dans la poitrine. L'insécurité peut être une pression dans la gorge. Maintenant vient la partie qui distingue cela de tout ce que vous avez déjà fait auparavant. Demandez à cette sensation « Comment veux-tu t'apparaître à moi ?» Et ensuite, attendez, sans forcer, sans inventer, observez simplement quelle image surgit naturellement. Cela peut être une personne, un animal, un objet, quelque chose de complètement abstrait. Un des patients de Jung voyait sa dépression comme un puits profond et sombre. Un autre voyait sa colère comme un lion blessé. Une femme voyait son insécurité comme une fillette de 5 ans se cachant derrière un arbre. L'important, c'est de ne pas choisir consciemment. Laissez l'image apparaître. Et c'est là que cela devient intéressant. Une fois l'image stabilisée, vous allez entamer une vraie conversation avec elle. Pas de visualisation, pas d'affirmation positive. Une conversation. Vous parlez à haute voix, comme si vous discutiez avec une personne réelle dans la pièce. Et ensuite, vous écoutez la réponse. Et oui, la réponse viendra. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière dont vous l'attendez, mais elle viendra. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de la psyché à créer un dialogue entre les parties conscientes et inconscientes de nous-mêmes. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de son fonctionnement. J'ai rencontré une femme qui souffrait d'anxiété sociale depuis des années. Elle avait essayé la thérapie cognitive, les médicaments, les techniques de respiration. Rien ne fonctionnait. Durablement. Lors de sa première séance d'activité imaginative, elle a vu son anxiété sous la forme d'un garçon de 8 ans, grelottant de froid. Lorsqu'elle lui a demandé « De quoi as-tu peur ?» le garçon a répondu « Qu'il découvre que je ne sais pas ce que je fais. » En poursuivant la conversation, elle a découvert que ce garçon était apparu pour la première fois lorsqu'elle était enfant et que ses parents avaient divorcé. Il essayait de la protéger d'une nouvelle réjection. Au lieu de lutter contre son anxiété, elle a commencé à parler à ce garçon avant les situations sociales, à le remercier pour sa protection, à lui expliquer qu'elle était maintenant adulte et capable de prendre soin d'elle. En 6 semaines, l'anxiété sociale avait pratiquement disparu. Non pas parce qu'elle avait été supprimée, mais parce qu'elle avait été comprise et intégrée. Voilà la différence entre traiter les symptômes et guérir les causes. Mais il y a un piège dans ce processus dont je dois vous avertir. Parfois, les parties de nous-mêmes qui apparaissent lors de l'activité imaginative ne veulent pas collaborer immédiatement. Elles peuvent être en colère, blessées, méfiantes. Jung a découvert que c'était normal, et même sain. Ces parties ont été ignorées ou refoulées pendant longtemps. Il est naturel qu'elles présentent une résistance initiale. La clé est de traiter ces parties avec le même respect que vous témoigneriez à une personne réelle qui traverse des difficultés. Vous ne forceriez pas un enfant effrayé à parler. Vous créeriez d'abord un sentiment de sécurité. Vous ne discuteriez pas avec quelqu'un qui est en colère. Vous écouteriez d'abord. Jung disait souvent « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. » Et cela nous conduit au niveau le plus avancé de l'activité imaginative. Une fois que vous avez appris à dialoguer avec des complexes individuels,
vous pouvez commencer à faciliter les conversations entre différentes parties de vous-même. Par exemple, vous pouvez demander à la partie anxieuse de parler directement à la partie courageuse, ou à la partie critique de parler à la partie compatissante. Jung a découvert que lorsque des parties fragmentées de nous-mêmes commencent à communiquer, entre elles, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles cessent de travailler en conflit et commencent à travailler en synergie. Et voici un aperçu qui peut changer complètement votre façon de voir les problèmes psychologiques. La plupart de nos souffrances ne proviennent pas d'avoir des émotions mauvaises. Elles proviennent d'avoir des parties de nous-mêmes qui ne communiquent pas. La partie qui veut la sécurité se disputant avec la partie qui veut la croissance. La partie qui veut plaire se disputant avec la partie qui veut l'authenticité. La partie qui veut le contrôle se disputant avec la partie qui veut la spontanéité. Lorsque ces parties apprennent à converser, les conflits internes commencent à se résoudre naturellement. Mais permettez-moi d'être clair sur quelque chose. Ce processus n'est pas toujours confortable. Jung avait l'habitude de prévenir ses patients. La névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime. Parfois, les complexes avec lesquels vous allez parler vous montreront des douleurs que vous avez préféré éviter, des traumatismes non traités, des rêves abandonnés, des parties de vous qui ont été sacrifiées pour plaire aux autres. Et c'est exactement la raison pour laquelle l'activité imaginative fonctionne mieux que les techniques superficielles de bien-être. Elle ne promet pas que vous allez vous sentir mieux rapidement, elle promet que vous allez vous sentir plus complet durablement. Et la complétude inclut la douleur, inclut la colère, inclut la tristesse, inclut toutes les émotions que notre culture tente de soigner ou de méditer. Mais elle inclut aussi des capacités que vous ne saviez même pas posséder. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui va illustrer cela parfaitement. Jung a traité un artiste qui avait complètement perdu son inspiration. Il n'arrivait plus à créer quoi que ce soit depuis 2 ans. Il envisageait d'abandonner l'art. Lors de l'activité imaginative, cet homme a rencontré une figure qui s'est présentée comme le critique. C'était un vieil homme sévère, vêtu de noir. Le critique a dit « Tout ce que vous créez est médiocre. Vous n'avez pas de vrai talent. Vous devriez faire quelque chose de plus utile de votre vie. » Le premier instinct de l'artiste a été de discuter, de prouver que le critique avait tort, mais Jung lui a appris à faire quelque chose de différent. Demandez au critique quand il est apparu dans votre vie. La réponse a été surprenante. Le critique avait la voix du professeur d'art du lycée, qui avait humilié publiquement l'artiste à l'âge de 15 ans. Mais voici ce qui est fascinant. Lorsque l'artiste a conversé plus profondément avec cette figure, il a découvert quelque chose d'inattendu. Sous la critique destructive se cachait un perfectionniste qui se souciait genuinement de la qualité de l'art, qui ne voulait pas que l'artiste se contente de la médiocrité. Au cours de plusieurs séances d'activité imaginative, le critique s'est transformé en un collaborateur interne. Au lieu de paralyser le processus créatif, il a commencé à l'affiner. L'artiste a recommencé à créer. Mais maintenant, son art avait une profondeur qui n'existait pas auparavant, parce qu'il avait intégré une partie de lui-même qui auparavant ne causait que de la souffrance. Et c'est le pouvoir transformateur de l'activité imaginative. Elle n'élimine pas les parties problématiques de nous-mêmes. Elle les transforme en alliés. Mais il y a un aspect de cette pratique que Jung considérait comme plus important que tous les autres. L'activité imaginative vous connecte à ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité naturelle de la psyché à se guérir et à se développer. Chaque fois que vous facilitez une conversation interne génuine, vous renforcez cette capacité. C'est comme exercer un muscle. Plus vous pratiquez, plus il devient facile d'accéder à votre propre sagesse intérieure. Et voici quelque chose qui va vous choquer. Jung croyait que l'activité imaginative était plus efficace que la thérapie traditionnelle pour de nombreux problèmes. Parce qu'en thérapie, vous dépendez de l'interprétation d'une autre personne. Dans l'activité imaginative, vous accédez directement à votre propre capacité d'introspection. Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Et s'éveiller dans ce contexte signifie réaliser que vous possédez des ressources internes que vous n'auriez jamais imaginées.
Mais il y a une dimension de l'activité imaginative que je n'ai pas encore mentionnée, et celle-ci pourrait être la plus importante de toutes. Jung a découvert que lorsque vous pratiquez cela régulièrement, vous cessez de vous sentir victime de vos propres émotions, parce que vous savez désormais que chaque émotion négative est en réalité une partie de vous-même. Essayant de communiquer quelque chose d'important, la colère peut être une partie de vous défendant des limites qui ont été violées, la tristesse peut être une partie de vous qui traite des pertes qui doivent être pleurées. La peur peut être une partie de vous qui vous alerte sur des risques réels qui doivent être pris en considération. Lorsque vous apprenez le langage de ces émotions par le biais de l'activité imaginative, vous cessez de les combattre et commencez à collaborer avec elles. Et c'est un changement de paradigme totalement différent de tout ce que vous avez appris sur l'intelligence émotionnelle ou la régulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions, il s'agit de les comprendre si profondément qu'elles s'équilibrent naturellement. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, au lieu de qui vous pensez devoir être. Et nous arrivons ici au point qui différencie complètement l'approche jungienne de toutes les techniques modernes de développement personnel. L'activité imaginative ne promet pas de vous transformer en une version meilleure de vous-même. Elle promet de vous révéler des versions de vous-même qui existent déjà, mais qui sont cachées. Un courage que vous ignoriez posséder, une créativité bloquée par la peur du jugement, une sagesse cachée derrière des doutes, et peut-être plus important encore, un sentiment d'accomplissement qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Car lorsque vous apprenez à dialoguer intérieurement, vous ne vous sentez plus jamais vraiment seul. Maintenant, avant de vous donner les dernières orientations pratiques, je dois vous mettre en garde. L'activité imaginative peut créer une dépendance. Non pas de manière destructive, mais de manière expansive. Une fois que vous découvrez que vous possédez une sagesse intérieure accessible à tout moment, il est difficile de redevenir dépendant uniquement de conseils externes. Une fois que vous apprenez à transformer les conflits internes en collaboration, il est difficile de redevenir victime de vos propres sentiments. Une fois que vous découvrez des parties de vous-même qui sont véritablement fascinantes à connaître, il est difficile de retrouver la vie ennuyeuse. Jung disait souvent que la névrose était une souffrance qui n'a pas encore trouvé son sens. L'activité imaginative est le processus de trouver un sens à la souffrance. Et lorsque la souffrance trouve un sens, elle se transforme en sagesse. Alors voici mon défi pour vous. Durant les 7 prochains jours, pratiquez l'activité imaginative avec un problème spécifique qui vous préoccupe. Non pas avec l'espoir de résoudre le problème rapidement, mais avec la curiosité de découvrir ce que ce problème essaie de vous apprendre. Donnez-lui une forme visuelle. Discutez avec lui. Écoutez ce qu'il a à dire. Et observez si, au bout d'une semaine, votre relation avec ce problème a changé. Pas nécessairement l'intensité, peut-être la qualité. Jung a découvert que lorsque les problèmes psychologiques sont véritablement compris, ils se résolvent souvent d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils ont été éliminés, mais parce qu'ils ont été intégrés. Et l'intégration est exactement le contraire de ce que notre culture nous enseigne sur les problèmes psychologiques. Notre culture dit « débarrassez-vous du problème ». Jung disait « apprenez du problème jusqu'à ce qu'il se transforme en solution ». Et c'est peut-être la différence la plus importante entre méditer comme Huberman et méditer comme Jung. Huberman vous apprend à optimiser ce que vous êtes déjà. Jung vous apprend à découvrir qui vous êtes vraiment. Les deux approches ont de la valeur, mais une seule vous connecte à des capacités dont vous ignoriez même l'existence. Et en fin de compte, c'est peut-être la seule question qui compte vraiment. Voulez-vous passer votre vie à gérer des symptômes ou à découvrir des possibilités? Le choix vous appartient, il l'a toujours été. Jung vous a simplement donné un outil pour choisir avec plus de conscience. Et cet outil est disponible maintenant, sans application, sans protocole complexe, sans dépendance aux gourous externes. Juste vous, conversant avec vous-même, comme cela aurait toujours dû être. Peut-être que la vraie méditation n'a jamais consisté à faire taire l'esprit. Peut-être a-t-il toujours été question d'apprendre à différentes parties de l'esprit à converser les unes avec les autres. Et peut-être, juste peut-être, lorsque cette conversation commencera enfin,
vous découvrirez que vous n'avez jamais eu besoin d'être réparé. Vous aviez juste besoin d'être compris par vous-même. Enfin,